Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Ta-ti-ta-ti-ta-ta-ta-ta-ta. Bonjour. Alors, premier exemple que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est un exemple parmi ceux que j'aime bien présenter dans les formations que j'utilise. C'est un exemple que je tire d'une mission il y a quelques années, où en fait un industriel souhaitait remplacer toute une série d'équipements dans ses ateliers industriels, parmi lesquels 16 unités de levage, des ponts roulants, qui sont conçus pour manipuler tout un tas de choses dans une usine, qui est dédiée à un processus tout à fait particulier, et qui commençait, après quelques années, à coûter cher en réparation. Du coup, il s'est tourné vers des spécialistes de la réduction des coûts, avant d'aller acheter ces choses-là chez le même fournisseur d'ailleurs. Mais bon. Et en fait, il nous a proposé et nous lui avons proposé de travailler, avant de travailler sur à quel prix on va acheter et à qui on va l'acheter, ce qui est le métier classique de l'acheteur, on lui a proposé de travailler sur acheter quoi. C'est-à-dire, pouvons-nous changer la solution? Ce qui a priori n'était pas possible, puisque ce sont des choses à remplacer qui sont conçues tout à fait spécialement pour des ateliers tout à fait particuliers. Donc il n'y avait qu'un fournisseur il y a de longues années, et il s'agit de remplacer par les mêmes équipements, et puis d'essayer que ce soit moins cher, mais enfin bon, on peut essayer toujours. Bon, du coup, on a travaillé avec eux, avec le value design, et les questions qu'on utilise, qui sont les questions classiques du value design. La première, c'est à quoi ça sert, ces unités de levage, et puis de travailler là-dessus avec les parties prenantes, qui connaissent les vrais besoins. Et la deuxième question, que suffit-il une fois qu'on sait à quoi ça sert? Que suffit-il? Et on va travailler là avec les parties prenantes qui connaissent la réponse à cette question, qui sont du côté fournisseur probablement. Donc voilà, petit exemple du coup, on travaille sur des unités de levage dans un atelier un peu particulier. Donc la question qui s'est posée, que d'ailleurs on a bâti notre présentation de fin de projet sur ce modèle-là. On s'est réunis avec l'ensemble de l'équipe projet, et avec le sponsor qui nous avait demandé de réduire les coûts de ces futures 16 unités de levage. On a dit, voilà, monsieur le responsable, je ne vais pas vous donner son nom, on a commencé nos travaux en posant une question qui va vous paraître un peu étonnante, mais vous verrez ce que ça fait. La question, c'est à quoi ça sert une unité de levage? À quoi servent les unités de levage que vous apprêtez à acheter? Alors, il nous a regardé un œil un peu bizarre. À quoi ça sert une unité de levage? À votre avis, à lever des choses, quoi, à lever des charges, a priori. Si on ne les avait pas, les unités de levage, on ne pourrait pas soulever les charges qu'on doit bouger dans notre atelier, évidemment, c'est malin. Donc l'unité de levage, ça sert à lever, hein, sinon on se casserait le dos. Pour autant qu'on puisse. Alors, réponse classique, du coup, comme consultant, moi je suis en face, je dis, ok, maintenant, lever des charges, vous dites que l'unité de levage, elle sert à lever des charges. Alors ça sert à lever des charges. Vous faites le geste, là. Et puis je suis resté comme ça. Mais lever des charges, c'est intéressant, mais ça suffit pas, quoi. Une charge levée en lait, ça va pas très loin, ça me paraît pas très utile. Alors il me regarde d'un drôle d'air, il me dit bah oui, monsieur de mer, enfin vraiment, ça sert à lever, puis ça sert à reposer. Ah ouais, d'accord, ok, quoi. Comme ça je comprends rien. Mais je continue le dialogue, je dis mais si on lève et qu'on repose, ça sert pas à grand chose a priori. Il me dit ouais, monsieur de mer, enfin évidemment, c'est pas comme ça que ça marche, ça sert à lever et puis à traverser l'atelier et puis à reposer par terre un petit peu plus loin. D'accord. Du coup là je continue le dialogue, je dis mais donc ça sert à lever à un endroit, à translater et puis à reposer à un endroit, mais à la même hauteur. Donc en fait l'unité de levage elle sert à prendre un truc qui est posé d'un côté de l'atelier pour le poser de l'autre côté de l'atelier, à la même hauteur.
Ouais, me dit le monsieur. Il dit, mais alors, pourquoi vous levez? Parce que si c'est à une hauteur et que ça doit être à la même hauteur à la fin, pourquoi on lève? Alors, on pose la question à tout le monde autour, on commence à me regarder d'un air bizarre. Et oui, parce que s'il fallait pas lever, et là on se tourne vers les fournisseurs et les acheteurs, s'il fallait pas lever, on aurait des solutions beaucoup moins chères. Hein. On pourrait peut-être les rouler par terre, quoi. Hein, je sais pas, on pourrait faire autre chose, mais on n'a pas besoin de lever. D'ailleurs, on a posé la question aux fournisseurs. Dans l'unité de levage, qu'est-ce qui coûte cher? Bah, c'est le levage. Alors, il y a bien un chariot hein, qui se balade là-haut. Mais c'est surtout ce qui sert à lever et à redescendre la charge qui coûte cher dans l'unité de levage. Donc, comme on vient de dire que ça sert à prendre un truc qui est par terre pour le remettre par terre, pourquoi on lève? Pourquoi on lève? Y a-t-il une utilité au fait de lever? Et là, il y a eu une drôle de petite réflexion qui s'est menée, et il savait pas. Du coup, il y a un de ses assistants qui dit Monsieur, peut-être que c'est parce que il y a quelque chose dans le chemin. Ah ouais, d'accord, ok, ouais. Donc ça c'est la bonne raison, c'est qu'en fait on a compris à quoi sert réellement une unité de levage, en dehors de translater une charge dans l'atelier, ça sert à la passer au-dessus de quelque chose qui serait dans le chemin. Donc s'il y a quelque chose dans le chemin, on utilise l'unité de levage pour transporter le truc sur le sol. On a enfin compris quelle est la réelle utilité de l'unité de levage, de la partie qui coûte cher dans l'unité de levage qui s'appelle le levage. D'ailleurs, c'est pas par hasard que ça s'appelle unité de levage, puisque c'est ça qui coûte cher. Maintenant, la question qui se pose après, c'est on s'apprête à acheter 16 unités de levage, il y en a 2 par atelier dans 8 ateliers. Avez-vous vérifié s'il y a bien quelque chose dans le chemin pour les 16 unités de levage? On s'est tourné vers le plan de l'usine et on a constaté que sur les 8 ateliers, il y en avait 2 sur les 8, un quart, dans lesquels il n'y a rien dans le chemin. Dans les 6 autres, il y a bien quelque chose autour ou à côté duquel il faut passer pour lequel l'unité de levage est pertinente. Mais dans ces 2 ateliers-là, il n'y avait rien dans le chemin. La deuxième question qu'on utilise donc dans notre raisonnement en valeur, que suffit-il pour transporter un truc d'un point A à un point B dans l'atelier s'il n'y a rien dans le chemin? Eh ben pas une unité de levage, un chariot. Un chariot comme celui qui est accroché en haut dans l'unité de levage, mais pas les outils qui servent à monter et descendre, qui coûtent cher. On s'est tourné vers le fournisseur, et effectivement, il nous a confirmé que s'il fallait un chariot à la place d'une unité de levage, ça coûterait 10 fois moins cher. Donc vous voyez que l'application de ce raisonnement-là, sur un truc qui a été conçu par des ingénieurs qui sont des pros avec des fournisseurs qui sont les meilleurs, on pose la question à quoi sert une unité de levage, on se rend compte que dans 2 cas sur 8, dans 25% des cas, il suffit d'un chariot pour faire exactement la même chose. Aussi bien, dans 25% des cas. Donc on a gagné 75%, non on a gagné 90% pardon, du prix dans 25% des cas. On a gagné plus de 20% rien que sur cette idée-là. Vous voyez que de temps en temps, ça vaut la peine de se poser la question à quoi ça sert un peu sérieusement et que suffit-il un petit peu intelligemment, avec un petit peu de créativité. Et la conclusion de cette histoire, c'est qu'en fait, quand on a présenté ce raisonnement-là dans la réunion où on présente les résultats de la fin de la mission, vous imaginez la réaction des gens dans la salle qui se rendent compte qu'effectivement ce raisonnement est complètement efficace. Quand on a parlé de cette histoire de un chariot suffirait dans ces 2 ateliers-là, il y a un monsieur qui était au fond de la salle, qui était invité à la réunion,
qui est le responsable de la maintenance d'un des deux ateliers dont on parle, qui n'avait pas participé au projet encore, et qui a dit mais messieurs, dans l'atelier dans lequel je travaille, un chariot, il y en a déjà un, tout le monde rien, il sert quand l'unité de levage est en panne. Vous ne croyez pas? Ben voilà, c'est la réalité. Non seulement ils pouvaient utiliser un chariot, mais ils en avaient déjà un au cas où l'unité de levage est en panne. Voilà, c'est encore une de ces petites histoires que j'aime bien. Et on a eu cette idée-là, on a eu 12 autres sujets sur lesquels on a mis en évidence qu'en fait le dimensionnement de la solution aux unités de levage, même dans les 6 ateliers où il fallait vraiment lever, était fait en dépit du bon sens en fait, tout simplement. Voilà, une petite histoire que je voulais vous raconter. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Ta 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 ta.